le média de l'Afrique centrale. Unis dans l'égalité, forts dans la diversité. Média 2AC. Estelle Boulot et Éric de Montebois nous parlent du tourisme médical des dirigeants africains. Vous écoutez Le Politiste, votre podcast Média 2AC. Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on aborde une question assez sensible qui revient avec le décès récent de l'ancien président nigérien Muhammadu Buhari à Londres. Pourquoi est-ce qu'on voit encore tant de dirigeants africains aller se faire soigner à l'étranger ? Oui, c'est un paradoxe frappant, effectivement. Quand on regarde les sources qu'on a pu compiler, la presse, des analyses, des rapports, on voit bien que c'est une pratique, disons, fréquente. Très fréquente. Et ça contraste fortement avec l'état parfois très précaire des systèmes de santé sur le continent même. Alors, notre mission aujourd'hui, Ah, essayer de décrypter un peu ce phénomène. On va regarder quelques exemples, l'état réel des hôpitaux nationaux, et puis les conséquences de ce qu'on nomme parfois le tourisme médical des élites. C'est parti. allons-y. Commençons peut-être par le cas Buhari, justement. Il est décédé à 82 ans à Londres, c'était en juillet 2025. Sa présidence a vraiment été marquée par des longs voyages médicaux à l'étranger. C'est ça, et souvent entouré d'un certain secret, d'ailleurs. Exactement. La BBC l'avait même cité, je crois, parmi les présidents qui montraient un manque apparent de confiance dans leur propre système de santé. Oui, et ce cas, il est assez emblématique du flou, en fait, qui entoure souvent ces déplacements. Ça alimente forcément les critiques, les spéculations aussi sur la santé réelle des dirigeants, et puis sur l'état des hôpitaux qu'ils semblent éviter, quoi. C'est tout à fait ça. Et il n'est pas le seul, loin de là. Les sources mentionnent Ali Bongo du Gabon, soigné au Maroc après son AVC, Oui, Paul Biya du Cameroun, connu pour ses longs séjours privés à Genève. On parle de suites d'hôtels qui coûteraient près de 50 000 $ la nuit, pour lui et son entourage. ah oui, les chiffres sont impressionnants. Et on suspecte fortement qu'il y a des soins médicaux derrière tout ça. Ou encore Alassane Ouattara qui a été opéré en France. C'est vraiment une tendance de fond. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est de voir comment cette préférence pour l'étranger, elle est perçue, interprétée comme un vrai vote de défiance. Oui, c'est le terme. Ça suggère en fait que les infrastructures nationales ne sont pas jugées à la hauteur par ceux-là même qui sont responsables de leur développement. C'est ça le paradoxe. Exactement. Bon, il faut quand même noter qu'il y a des exceptions notables. Pierre Nkurunziza du Burundi, lui, est décédé dans son pays. D'accord. Et Choguel Maïga au Mali a été soigné à Bamako après son AVC. D'ailleurs, ces décisions avaient été présentées comme étant en accord avec le principe de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui vise à renforcer l'autonomie régionale, y compris dans le domaine de la santé. Justement, parlons-en de ces systèmes nationaux. Quand on regarde leur état, celui que certains dirigeants semblent fuir, les sources dressent un portrait parfois assez sombre, n'est-ce pas ? Ah oui, les termes sont parfois crus. On lit des descriptions d'hôpitaux qualifiés de mouroirs. Oui, c'est terrible. Au Nigeria, par exemple, moins de 5% du budget national irait à la santé. Moins de 5%. C'est très loin des 15% que recommande l'Union africaine. Très loin, oui. On parle d'infrastructures défaillantes, de manque d'équipements de base, de coupures de courant dans les hôpitaux. C'est inimaginable. Au Mali, les indicateurs de santé sont parmi les plus mauvais au monde. Une source indique même que plus de la moitié des Maliens renonceraient à se faire soigner pour des raisons financières. C'est énorme. Au Cameroun, c'est un autre problème, la répartition des médecins. Sur le papier, le nombre est correct, mais 40% exerceraient près de la capitale, où vit 18% de la population, Alors que alors que la région de l'extrême nord, qui a aussi 18% de la population, n'en aurait que 8%. C'est un déséquilibre flagrant. Et les conséquences de tout ça, elles sont multiples, j'imagine. Multiples et lourdes. D'abord, il y a le coût économique. C'est sidérant. Une estimation de 2016 parlait de 6 milliards de dollars par an perdus pour l'Afrique à cause de ces traitements à l'étranger. 6 milliards par an. Et le Nigeria, à lui seul, perdrait 1 milliard chaque année. Pour mettre ça en perspective, ce n'est pas juste de l'argent, quoi. C'est, selon certaines analyses, l'équivalent de dizaines d'hôpitaux modernes qui ne sont jamais construits. L'impact est colossal. Le choix de quelques-uns a un coût d'opportunité systémique énorme. Ensuite, il y a l'érosion de la confiance du public. Les gens voient ça comme une hypocrisie, Oui, on imagine bien. une qualifiée de honteuse par le ministre sud-africain de la Santé lui-même, Aaron Motsoaledi. Et enfin, ça aggrave la fuite des cerveaux. Une source avance que plus de la moitié des médecins formés au Nigeria exerceraient hors du pays. C'est un cercle vicieux. Face à ça, est-ce qu'il y a des réactions ?
Des voix qui s'élèvent? Oui, heureusement. On a cité Motsoaledi qui n'hésite pas à critiquer ouvertement ses pairs. C'est courageux. L'Union africaine, elle, parle de plus en plus de la nécessité de regagner la souveraineté sanitaire. C'est un terme important. Ça désigne la capacité des pays africains à maîtriser leur propre système de santé, de la prévention aux soins les plus complexes. Et concrètement, il y a des initiatives? Oui, des initiatives émergent, par exemple le soutien d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, pour créer des centres d'excellence sur le continent. Ah oui. Comme l'AMC, l'Africa Medical Center of Excellence, à Abuja. C'est un hôpital conçu justement pour offrir ces soins de pointe localement, pour essayer de réduire cette dépendance vis-à-vis de l'étranger. D'accord, donc il y a des pistes, mais la question de fond, elle reste entière, non? Comment on inverse vraiment cette tendance? Comment on change les mentalités? Il y a un proverbe africain rapporté dans une de nos lectures, qui résume bien le dilemme, je trouve. Si un homme ne mange pas chez lui, il ne donnera peut-être jamais assez d'argent à sa femme pour cuisiner une bonne marmite de soupe. C'est très parlant. L'exemplarité du leadership semble ici absolument cruciale. Si les dirigeants utilisaient eux-mêmes les systèmes nationaux, ça pourrait forcer une prise de conscience au sommet et peut-être enfin susciter une vraie volonté politique d'améliorer les choses pour tout le monde. Donc si on résume ce qui ressort de nos sources, c'est vraiment cette tension très forte. D'un côté, une élite politique, économique qui a accès aux meilleurs soins du monde. C'est ça. De l'autre, des systèmes de santé dont elle a la charge, mais qui peinent à répondre aux besoins les plus fondamentaux de la population. C'est un décalage qui coûte cher. En argent, bien sûr, mais aussi en confiance, en cohésion sociale. Exactement. Et tout ça, ça nous amène à une question importante pour aller plus loin, pour la réflexion. Au-delà des critiques, au-delà des projets ponctuels comme la MCE, comment on fait pour que cette prise de conscience, si jamais elle a vraiment lieu, comment elle peut se traduire en un investissement qui soit massif, stratégique et surtout durable dans cette fameuse souveraineté sanitaire? Oui, comment passer des intentions aux actes? Voilà. Quelles pourraient être les mesures concrètes, les mécanismes de redevabilité efficaces pour que les hôpitaux africains soient enfin jugés suffisamment bons par tout le monde, y compris, et c'est peut-être le plus important, par ceux qui tiennent les rênes du pouvoir? C'est, je crois, une piste de réflexion essentielle pour l'avenir. C'était Le Politiste, un podcast Média 2AC. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes sociales. À bientôt pour une nouvelle chronique. Le Politiste, votre podcast politique.